Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine à la Cité de la Voile Éric Tabarly, on va vous parler de mer bien évidemment, mais aussi de montagne avec un marin généreux qui aime les défis dans ces deux éléments. En 2021, ce skipper breton bouclait son premier Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire que l'on surnomme l'Everest des mers. Au printemps dernier, il se hissait sur le toit du monde au sommet de l'Himalaya pour s'offrir cette fois l'Everest, le vrai. C'était le 18 mai dans des conditions dantesques. Le Cancalais et ses compagnons de cordée atteignaient ce sommet de l'Everest au Népal à 8848 mètres d'altitude. Et au-delà de l'exploit sportif, ce navigateur engagé avait à cœur de se mettre dans la peau de personnes en difficulté respiratoire pour réaffirmer son soutien à la lutte contre la mucoviscidose, un combat qu'il porte au quotidien. Désormais reconnecté à l'océan pour préparer son Vendée Globe, Maxime Sorel nous fait l'amitié d'être avec nous. On l'accueille. Bienvenue Maxime. Bienvenue Maxime. On est ravis de te recevoir dans ce Café de la Marine. Maxime, ça fait presque un an maintenant que tu as gravi ce sommet de l'Everest. Tu es, comme le disait Gilbert, maintenant bien reconnecté à l'océan et on va en parler. Mais est-ce que tu revis de temps en temps cette ascension? Est-ce que tu y repenses? Ouais, ça n'a pas été simple, clairement, de revenir de tout ça. Physiquement, plutôt bien. J'ai rembrayé à naviguer moins d'une semaine après être arrivé à Paris. Cet homme est une machine, on le dit souvent. C'était peut-être un peu tôt. Mentalement, ça a été plus compliqué. Je me suis rendu compte sur mes premières navigations, des belles navigations avec mer plate, grand soleil, où normalement on est assez euphorique de vivre ces instants. Et émotionnellement, j'étais plutôt bloqué. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il s'était quand même passé beaucoup de choses là-haut, et qu'il faut du temps pour s'en remettre. Alors tu viens de dire justement, émotionnellement, j'étais plutôt bloqué. On imagine que tu as ressenti une énorme émotion, une fierté aussi quand tu as aperçu ce sommet. Oui, alors c'est pas forcément ça qui nous contraint une fois qu'on revient. C'est plutôt tout ce qu'on vit. À titre d'exemple, il y a une des grosses difficultés de l'ascension de l'Everest, c'est la cascade de glace, donc entre le camp de base et le premier camp. Et cette zone, en fait, clairement, c'est la zone la plus dangereuse. Des blocs de glace de la taille d'un immeuble peuvent tomber. Et la première fois que j'y pénètre, je m'accroche 5% du temps. Et la 6e fois, quand on redescend pour la dernière fois, je m'accroche 95% du temps. Juste parce que j'ai vu des choses et que mon niveau de contrôle a fait que augmenter et je me suis rendu compte du vrai danger qu'il pouvait y avoir dans la montagne. La prise de conscience finalement. Voilà. Oui. On va parler justement des aspects techniques de cette ascension, mais tu avais décidé aussi de relever ce défi par solidarité, comme j'ai dit, parce que tu es le parrain national de cette association Vaincre la mucoviscidose. Et au-delà de la performance sportive, tu voulais vivre aussi ce que ressentent ces patients. Oui, tout à fait. En fait, j'avais ça dans la tête depuis 2017. Il faut savoir qu'au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire. On voit que c'est un masque d'ailleurs en permanence, ouais, masque à oxygène. Ouais. Et c'est 30% avec une bouteille d'oxygène. Quand on enlève cette bouteille, on est autour des 8 à 15%. Et 30%, c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc c'est vraiment un état ultime pour lui. Il ne peut plus monter un escalier et il faut trouver une solution. Et je me suis dit que j'aimerais vivre un tout petit bout de ce qu'eux vivent au quotidien. Alors que moi je l'ai choisi, eux ils vivent au quotidien avec un truc qu'ils n'ont pas choisi. Ouais. C'est ça, ils le subissent. Et c'est vrai que la symbolique était assez forte pour toute cette communauté. Ouais, tu les as côtoyés de près et lors de ta préparation pour l'Everest, tu as gravé aussi le Kilimandjaro avec l'association Gravir pour guérir. Et il y avait notamment donc un patient atteint de mucoviscidose qui a fait cette ascension avec vous. Et on va revoir un moment fort, celui où il arrive au sommet. Regardez. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars qui arrive là, il a plus que 55% de capacité respiratoire. Et ouais, patient muco, un exemple pour tous. Et il est en train de gravir le Kilimandjaro. Après avoir fait le Mont Blanc plusieurs fois, il arrive, il est là. Son compère, qui l'a bien décidé à monter. Allez, voilà. Et on voit ces images
Et cette ascension, ça a été un grand moment d'émotion, hein. On voit que tu le salues, et il y a eu aussi des larmes de joie après. Forcément, on parle de résilience avec les marins, mais quand on voit cet exploit-là, ça donne envie de s'engager encore plus pour cette cause. Mais oui, clairement, à la fois là, ce qu'on a vécu sur le Kilimandjaro, mais même ce que j'ai pu vivre sur mon tour du monde, recevoir des messages de ces patients qui te disent Ouah, c'est génial ce que tu fais, c'est incroyable. Alors nous, on fait que traverser des océans, eux, ils se battent au quotidien avec une maladie. Et c'est vrai que pouvoir les accompagner d'une manière ou d'une autre, c'est très très fort. Et j'y repense clairement à chaque fois que j'ai des difficultés où je me dis, bah voilà, moi j'ai choisi d'être là, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Alors cette ascension de l'Everest, tu l'avais vraiment minutieusement préparée dans les Alpes françaises et maritimes avec l'alpiniste Guillaume Vallot. Malgré cette préparation intense, forcément tu as souffert. Il a fallu puiser très loin dans tes ressources. On va peut-être revoir les images où on voit ton visage qui est marqué par le masque. En tout cas, cela a été encore plus difficile que tu ne l'avais imaginé, Maxime. Oui, tout à fait. En fait, il y a quelque chose que j'avais pas saisi, du moins je suis pas sûr qu'on m'avait préparé là-dessus, c'est que au-delà de 4000 mètres, notre corps, il n'est pas fait pour vivre. Et le camp de base, il est à 5400. C'est là où on passe une grosse partie du temps, quasiment 30 jours sur 43. Et en fait, on fait que, le corps ne fait que de se dégrader. Donc l'acclimatation s'améliore, c'est-à-dire qu'on respire de mieux en mieux. En revanche, le corps il se fatigue parce qu'il manque d'oxygène. Il n'y a rien qui peut pallier à ça. Et du coup, au moment où on est au plus mal, c'est le moment où on doit monter le sommet quasiment. Et c'est vrai que je ne m'étais pas forcément préparé à ça. Je pensais qu'à un moment donné, j'allais pas très bien et que j'allais pouvoir récupérer, mais en fait, on ne récupère jamais, quoi. Voilà. Et au total, en plus, cette expédition, elle a duré 43 jours, donc on imagine que c'était assez interminable. Et puis il y a des conditions météo assez dantesques aussi. On fait le parallèle, il y a plein de parallèles avec la mer, la montagne. Vous avez affronté notamment beaucoup de vent, je crois 40 nœuds. Il y a le froid qui est extrême. On voyait ton blouson avec des glaçons, c'était complètement gelé. Il fallait trouver la bonne fenêtre pour l'ascension finale. Et ça, c'est un vrai parallèle qu'on peut faire avec le métier de marin. Ouais, c'est sûr, quand on voit les bateaux qui partent faire des tours du monde pour des records, c'est complexe. Souvent, on se dit, mais ils ont passé leur hiver à attendre. Mais ouais, mais c'est pour une bonne raison. Là, il faut savoir que l'Everest, en fait, on peut le monter que sur le mois de mai. En fait, il y a quasiment que 3 semaines dans l'année pour pouvoir monter l'Everest. Et en 2023, il n'y a eu que 5 nuits possibles. Tout ça parce que en fait, on cherche une fenêtre de 48 heures où il n'y a pas trop de vent. Et malgré les prévisions, malgré les gens qui nous aident, parce que là on avait un routeur, Yann Giesendanner, qui a aussi routé des marins d'ailleurs, et qui nous aidait à trouver cette fenêtre. Et puis on s'est un peu planté sans vraiment comprendre pourquoi. Le moindre nuage qui apparaît à cette altitude peut générer des vents de 200 km/h. C'est complexe finalement qu'en mer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus subite. Alors on arrive à trouver des fenêtres optimum, mais des fois il y a des choses qui se passent avec les échanges thermiques comme on peut avoir en mer, quoi. Et tu as atteint en fait le sommet de nuit avec ton Sherpa à 3h48. Le jour n'était pas encore levé. C'était une option stratégique parce qu'il y avait beaucoup de monde à emprunter la voie népalaise. Le côté tibétain était fermé. Tu dis qu'il y avait beaucoup de trafic, des embouteillages. C'est un peu fou. On n'imagine pas ça, nous, sur l'Everest. Non, mais comme je le disais, en fait, vu qu'il y a peu de moments pour monter l'Everest, c'est vrai que plus on est nombreux à le tenter, ça fait qu'à un moment donné, sur 5 nuits possibles, il y a beaucoup de gens à le tenter par nuit. Et là, on avait pris la décision de partir assez tôt pour justement réussir à doubler cette file de gens, parce que quasiment tout au sommet, il y a une dernière difficulté qui s'appelle le Rosso Hilary. Et à cet endroit-là, on ne peut pas se croiser et on peut difficilement se doubler, quoi. Donc il faut se mettre sur un côté corniche, côté chinois, où il y a 2500 mètres de vide. Et du coup, c'est quand même très complexe. Donc on préférait vraiment arriver sur cette zone sans personne, ce qu'on a réussi à faire. Ouais, alors évidemment, une fois au sommet, vous n'êtes pas attardé. Non seulement il fait froid, et puis tu l'évoquais aussi, les conditions pour respirer sont extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, tu t'es fait une sacrée frayeur. On va revoir et on va en parler un petit moment. Sans faire exprès, mon flexible est branché à la bouteille qui est derrière. Il s'est débranché en fait. Il se descendait comme un fou. Parce que je pensais que j'avais 3 litres d'oxygène pour redescendre à fond, tout bien. Mais en fait, j'avais zéro.
Ouais, ça, c'est des frayeurs comme tu en as peut-être rarement vécu en mer. Je crois que c'est un Sherpa qui t'a rebranché. Ouais, c'est ça. Quand tu repenses à ce moment, Max, c'est... Le pire, c'est pas la vidéo, vous l'avez pas, mais c'est un sonore de 11 minutes. En fait, jusqu'au sommet de l'Everest, j'avais un micro qui était dans ma combinaison. Tous les autres appareils caméra ne fonctionnaient pas à cause du froid. Et là, vu que le micro était proche de mon corps, Donc on il a avait ta tenu. respiration. Et du coup, on a le moment où en fait, j'arrive plus à capter de l'oxygène, quoi. Je suis descendu tellement vite que physiquement, c'était compliqué. Et du coup, ouais, j'étais vraiment à l'agonie. Et on entend la conversation avec le Sherpa où je lui dis, j'ai plus d'oxygène, ma bouteille est vide. Et je lui demande de regarder mon mano. Et il me dit, effectivement, c'est 0. Et après, il voit que le flexible est débranché. Et là, une bouffée arrive. Et là, Voilà. on se rend compte que ça fait du bien. Ça rappelle aussi à quel point la montagne, c'est extrêmement dangereux. On sait qu'en mer, il y a toujours cette humilité à avoir. Mais là, d'autant plus. Et ça rappelle, voilà, face aux éléments, finalement, on n'est pas grand-chose. Ouais, c'est sûr, il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on peut voir, hein. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont restés, hein, sur les 5 nuits, il y a quand même 17 morts, donc c'est quand même Ouais, beaucoup. c'est énorme. Impressionnant. C'est le record du nombre de morts sur une ascension. Et puis un nombre de gelées incalculable. L'hôpital de Katmandou était full, clairement. Donc oui, on se rend compte que c'est complexe, et surtout on se dit que tant qu'on n'est pas redescendu, on est encore dans le danger. 100% des gens qui meurent sont à la descente. Oui. Parce La que, descente est longue aussi. Bien et sûr. la descente est plus dure, hein. Il suffit de monter un escalier, on arrive pas à pas à le monter. En revanche, le descendre, on sent qu'on est emmené, et du coup c'est dur de se retenir. Donc là, c'est des pentes glacées, très très pentues qu'il faut descendre. Et la ligne d'arrivée, en fait, elle est au camp de base, elle n'est pas du tout au sommet, quoi. Oui, c'est juste. C'est un peu comme au Cap Horn, quoi. On a l'impression qu'on a fini le tour On du a monde. fini, mais il faut aller jusqu'au Sable d'Olonne. C'est ça. On va revenir à tes aventures océaniques, avec notamment le Vendée Globe en ligne de mire. Ça, c'est la grosse échéance qui sera à l'automne, hein, Gilbert. Voilà, un Vendée pour lequel tu as quand même un peu changé de catégorie, puisque tes fidèles partenaires t'ont fait construire un nouveau 60 pieds, un foiler sur plan Guillaume Verdier, qui a été mis à l'eau en juin 2022. Un bateau avec lequel tu t'attaques à un programme quand même copieux, parce que vous avez 2 transats en solitaire. La Transat CIC de Lorient à New York, et puis New York-Vendée dès le 28 avril. Donc le départ de la Transat CIC, hein. C'est une bonne préparation au Vendée Globe qui est forcément l'objectif phare. Mais il y a quand même aussi des objectifs sportifs sur ces 2 transats, Maxime. Ouais, c'est sûr. Alors, pour réussir à faire les deux, faut pas faire n'importe quoi sur la première. Donc, c'est sûr que il y a Oui, un peu de gérer. Ouais, il faut gérer la machine et le bonhomme. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de montagne aussi sur cette première transat CIC, parce qu'on dit qu'on attaque l'Atlantique sur la face nord, en fait. Et, C'est exactement ça. et du coup, généralement, les faces nord enneigées sont difficiles. Là, c'est une régate qui va être assez intense. J'ai pris le départ en 2016 de ma première En classe 40, oui. The Transat. J'étais en tête de la course à 48 heures après le départ, et puis je me suis pris un cargo. Ouais. Mauvais souvenir. Percuté par Ouais. un cargo, donc mauvais souvenir. Un petit goût amer, oui, d'inachevé. Tout à fait. Et en 2020, le Covid passe par là, on l'a fait pas. Donc cette fois-ci, j'ai à cœur de réussir à aller à New York. Donc je ferai pas n'importe quoi avec mon bateau. Ouais, c'est un bon test à la fois pour les conditions qui sont réputées rudes, hein, ça va être compliqué, et en même temps pour la concurrence, parce qu'il y a quand même du beau monde dans cette flotte IMOCA qui s'est énormément étoffée. Donc là aussi, ça va permettre aussi de se jauger par rapport aux concurrents. Oui, tout à fait. À l'arrivée du Vendée Globe en 2021, alors peu de temps après, on annonce qu'on va lancer la construction de ce bateau, et on n'imagine pas qu'il y a autant de bateaux qui vont être construits pour le Vendée Globe d'après. Phénoménal, oui. Et du coup, on dit, on vise un top 5, mais en fait, maintenant, il y a 20 bateaux capables de faire un top 5, donc ça va être une bagarre intense. Ça n'en a que plus de charme. Ouais, tout à fait. Pour nous. Et je préfère ça, moi, clairement. Réussir à faire un top 10 aujourd'hui dans une flotte comme on a en IMOCA, voilà, c'est déjà une réussite en soi. Maintenant, on va maintenir la tentative du top 5. Oui. Alors ces 60 pieds, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ils ont été encore optimisés, affûtés lors des chantiers d'hiver avant la remise à l'eau au printemps. Du côté de VNB Mayenne-Montbana, il y a eu des grosses choses, ou plutôt de l'ergonomie, des petites améliorations. Non, en termes de performance pure, voilà, le bateau intrinsèquement, il a quand même
Enfin, il a fait ses preuves, hein, voilà, Exact. c'est la copie du bateau de Charlie Dalin qui a gagné beaucoup de courses. Maintenant, oui, en termes d'ergonomie, on a quand même fait évoluer le bateau. On s'est rendu compte en fait que entre le cahier des charges, au moment où ce bateau a été construit pour la première unité en 2018 ou 19, je crois, a bien évolué. C'est qu'on va plus vite et on tire plus fort sur les bateaux. Et les 2 chantiers d'hiver qu'on a fait là depuis 2022, depuis Donc la mise c'était à de l'eau, la fiabilité aussi. on s'est rendu compte qu'il fallait rajouter de la structure parce qu'on Oui. tire plus fort sur les bateaux, on va plus vite et ça tape plus. Et donc c'est assez impressionnant, c'est de se dire que le bateau, il y a encore 3 ans, il allait très très vite. Et aujourd'hui, on casse parce qu'on va encore plus vite, quoi. Ouais, c'est vrai que même les archis disent qu'ils ont un peu sous-estimé les vitesses et il y a pas mal de skippers qui ont eu des soucis structurels, en effet, comme tu le dis, parce que c'est toujours compliqué avec l'innovation de vraiment estimer les charges et les Ouais, impacts. c'est sûr. Mais alors souvent, on tire sur les archis, mais moi pas trop. Je me dis que le cahier des charges a été défini comme ça. On pensait qu'on allait aller à ces vitesses et en fait, on va beaucoup plus vite. Donc, Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, mais bon, il faut que la Les machine efforts réussisse à induits, tenir, oui, quoi. par les Ouais. foils, par la vitesse, sont plus grands. Puis la manière de les utiliser, en fait, parce que quand on est en flotte, à plein de concurrents, on essaye d'aller encore plus vite que les autres et du coup, on se rend compte que c'est possible. Et quand tu es Ouais. devant et que les autres vont moins vite, il n'y a pas de raison de chercher à aller encore beaucoup plus vite. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est bord à bord. J'ai le souvenir de la route du Rhum en 2022 où on a tenu la cadence à 7 bateaux là, pour traverser l'Atlantique. Chose que je n'avais pas du tout imaginé au départ à Saint-Malo, quoi. Oui, c'est un vrai sprint. Oui, un vrai sprint. Et justement, on va en parler de ces expériences-là, parce qu'évidemment, il y a le Vendée Globe en ligne de mire. Ce sera ton deuxième Vendée Globe. On rappelle, le premier, c'était en 2021 et tu avais fini sur une honorable 10e place, après 82 jours de mer. Depuis, donc, il y a eu cette route du Rhum, avec une très belle 5e place. Il y a eu aussi une Transat Jacques Vabre. Tu étais un peu moins satisfait, mais bon, voilà, 8e place. Tu le C'était disais pas si quand même, mal. il y a une sacrée flotte, donc c'était quand même un beau résultat. Quel bilan tu tires finalement de ces courses qui sont aussi des courses majeures du circuit avant d'entamer cette dernière année-là? C'est sûr que ça permet de comprendre le bateau. On s'était fait un planning qu'on a pour l'instant tenu, hein, de réussir à faire toutes les courses qu'on s'était fixées pour être fin prêt au départ du Vendée Globe. En fait, 3 ans, c'est pas assez pour mettre au point et connaître un bateau. C'est jamais assez. Voilà, c'est ça. Et je prends beaucoup de plaisir, moi, clairement, à préparer ce Vendée Globe. On a eu la chance de le terminer pour la première fois que je le tentais Oui. en 2020-2021. Aujourd'hui, effectivement, on vise une performance, mais il ne faut pas oublier que pour faire une performance, il faut réussir à finir. 50% d'abandon à peu près Voilà, à c'est la ça, ouais. louche sur Je le crois que Vendée c'est quand même. 53% encore les chiffres. Et alors du fait qu'on navigue tous beaucoup, ça va normalement augmenter le nombre de bateaux à l'arrivée. Donc les pourcentages vont faire que s'améliorer. Mais c'est vrai que c'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. Et ça a une grosse nuance dans la préparation d'une course. C'est qu'il faut vraiment imaginer tous les scénarios qui peuvent arriver, réussir à y pallier pendant qu'on y est. Et pour ça, bien travailler avec son équipe avant pour embarquer les bonnes choses, des choses qu'on sait utiliser. Et tout ça, c'est en train de se faire, quoi. Ça fait déjà 2 ans où à chaque chantier d'hiver, chaque chantier d'été, je passe du temps avec les gars à essayer de comprendre les résines que j'ai à bord, faire des ateliers de réparation. Oui, parce que c'est vrai que l'aspect de maintenance en solitaire, c'est aussi un aspect qui est important. On Mais voit ton Ouais, oui. Vendée Globe, là, l'arrivée de ton Vendée Globe 2021. Ah, ouais. Oui, j'arrive avec un bateau qui est coupé en 2 sur 1,50 m sur le pont. Et c'est vrai que j'ai pas mal de souvenirs de ce Vendée Globe où la caisse à outils, je ne sais pas si je l'ai fermée un jour. Ah oui. Et du coup, Ouais. ça nous permet d'emmagasiner beaucoup d'expérience pour ce Vendée Globe. Maintenant, on a changé de bateau, il y a d'autres problématiques. C'est vraiment dur de penser à tout et de savoir ce qui va se passer, quoi. Voilà. Mais justement, c'était l'ancien groupe Bell de Quito de Pavon qui était un personnage de ce Vendée. Justement, on va parler de la préparation. Il y a aussi la préparation du bonhomme et tu ne laisses rien au hasard puisque tu n'hésites pas à traverser régulièrement la France pour aller t'entraîner, enfin te préparer physiquement dans un centre spécial qui est dédié à la performance. C'est là que tu avais préparé ton Everest. Il attire aussi des pilotes automobiles, mais quand même Bretagne-Savoie, c'est pas la porte à côté.
Non, alors j'ai mon frère en fait qui est mon responsable projet qui habite sur Annecy et puis j'ai ma compagne qui est juste derrière qui est d'Albertville donc forcément. Savoyards sont en force. Et puis ça motive d'autant plus. Et c'est vrai que du coup, vu que je suis passionné de montagne, ça me permet de passer du temps là-bas. Et pour la préparation de l'Everest, ma nutritionniste m'a fait rencontrer ce centre, qui est un centre d'expertise humain, clairement. Et on se rend compte que le corps, c'est une vraie machine. Et qu'on est en capacité de le faire évoluer. C'est assez bluffant quand même tout ce qu'on peut faire. Ouvrir des canaux entre le cerveau et le corps pour des choses qu'on n'imagine même pas, quoi. Il y a vraiment un plus dans ce centre. Oui, clairement, la réussite du projet Everest, dans le temps imparti qu'on avait, elle est essentiellement liée à la préparation qu'on a pu faire sur 4 mois, avec de la prise de conscience de qu'est-ce que consomme le cerveau au repos, juste en train de réfléchir. Et donc, quand il va falloir mettre un pas devant l'autre sur un glacier avec une pente à 45%, il ne faut pas du tout réfléchir, il faut juste mettre un pied devant l'autre et savoir ce qu'on a à faire. Et tout ça, j'ai pris conscience de ça grâce à ce centre, quoi. Donc, Et ça t'aidera forcément pour le Vendée Globe. Oui, c'est sûr. Et avec ces similitudes, tu connaissais évidemment tes capacités à aller au-delà de tes limites avec ce premier Vendée Globe, mais là, le fait d'avoir fait cet Everest, c'est surtout qu'est-ce que tu retires comme expérience principale qui va pouvoir te servir pour ce nouveau Vendée Globe? Est-ce que c'est le mental, comme tu le disais, ces capacités mentales qui sont faramineuses? Ouais, alors oui et non, parce que en fait, quand on se prépare à ce point-là, du coup, on prend conscience de certaines choses. Après l'Everest, grâce à ce centre, j'ai pris conscience de plein de choses, émotionnellement, que j'étais bloqué, tout ça, donc on a travaillé là-dessus. Quand j'arrive de mon Vendée Globe, la fin de mon Vendée Globe n'est pas si simple. Je suis un peu frustré de ne pas avoir vécu une fin où tu prends 24 heures pour repenser à tout ce qui s'est passé. J'étais juste devant une dépression, il fallait vite rentrer, c'était compliqué d'arriver au Sable d'Olonne. Et il s'est forcément passé des choses pendant ce Vendée Globe, mais que je n'ai pas pu extérioriser parce que j'en avais pas conscience. Donc d'en avoir conscience, c'est bien, mais il faut s'en servir de la bonne manière. Donc on a fait des progrès à plein d'endroits, mais c'est sûr que d'avoir conscience de tout ce qui se passe, il faut accepter de pouvoir l'extérioriser, quoi. Très bien, on va terminer avec un petit peu d'actualité. Maxime, on l'a dit, il y a cette Transat CIC qui part donc le 28 avril avec les IMOCA, mais il y a aussi les classes 40 et un très joli plateau. Oui, on va parler un peu de ces classes 40. Il y a une tête d'affiche, c'est l'Italien Ambrogio Beccaria qui a déjà remporté la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Mais il y a de la concurrence. Toi, Maxime, tu mettrais une pièce. Tu connais cette classe aussi puisque tu y as fait tes armes. Tu mettrais une pièce sur qui? Il y a aussi Crédit Mutuel quand même avec Yann Lipinski, je pense, qu'il va falloir surveiller. Alors il n'a pas son nouveau bateau, mais il connaît parfaitement justement son ancien bateau. Et puis il y a Vincent Rioux qui fera ses... Et ouais, Vincent Rioux, effectivement. Ouais. Allez, vainqueur du Vendée Globe. Je dirais Yann Lipinski, allez. Voilà, on verra à New York. Il en veut, le Yann Lipinski, et en effet, il connaît son bateau sur le bout des doigts. Dans l'actu, il y a aussi... Oui, l'Ocean Globe Race. L'Ocean Globe Race, avec un grand coup de chapeau à Marie Tabarly et son équipage de Penduxis. Ils ont conclu leur tour du monde avec une magistrale victoire dans la dernière étape. C'était entre Punta del Este et Cause, après 37 jours et 6 heures de mer. Et c'est un joli clin d'œil à son papa, puisqu'il y a 50 ans, Eric Tabarly avait mené ce ketch bermudien long de 22 mètres, construit à l'Arsenal de Brest, dans la première Whitbread. On attend de savoir, évidemment, le classement général. Alors, des news de l'équipe de France de voile bien aussi, sûr, parce Gilbert. que si cette année, elle s'annonce très riche pour la course au large, elle sera aussi forcément pour la voile olympique avec les Jeux olympiques à Marseille. C'est justement dans la cité phocéenne qu'ont été présentés il y a quelques jours les régatiers qui représenteront la France, 14 athlètes pour 10 séries olympiques. Parmi eux, Charline Picon, médaillée d'or, mais qui repart sur un autre support, le 49er FX avec Sarah Steyert. Et puis quand même la brestoise Camille Lecointe, qui est déjà double médaillée de bronze. Ce sera sa 4e Olympiade et elle sera associée cette fois à Jérémy Mion parce que le 4,70 à partir de cette Olympiade, c'est en mixte.
Et puis sans oublier évidemment les séries spectaculaires qui font leurs apparitions aux Jeux, l'IQ Foil et le Kite Foil. Ces Jeux ils vont se dérouler donc à Marseille du 26 juillet au 8 août prochain. Maxime, c'est la course au large qui a ton, voilà, qui a ton cœur, J'y mais jetterai un œil. tu regarderas, j'imagine, un peu ces Jeux. Bah ouais, complètement. J'ai eu Camille et Jérémy qui sont venus dans le bateau super. au Havre et je leur ai envoyé un petit message là parce qu'ils ont baptisé leur bateau il y a 2-3 jours. Justement à l'occasion de cette conférence de presse. Ouais. Et du coup, je vais les suivre à fond et normalement, je devrais aller les voir à Marseille. Voilà. Et ils viennent de briller à Palma récemment. Ouais, donc voilà, ça promet en tout cas un magnifique spectacle, ces Jeux de voile à Marseille. Donc c'est formidable d'avoir des Jeux à la maison aussi, ça va forcément galvaniser ces athlètes qui ont fait une super Olympiade et on peut s'attendre donc à de très belles chances de médailles. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. On te souhaite évidemment le meilleur pour ce doublé. Là, il va falloir la Transat CIC et dans la foulée le retour au sable. Et puis évidemment, on suivra avec attention aussi ta préparation là jusqu'au Vendée Globe qui sera le moment phare de cet automne, donc 2024. Merci d'être venu dans le café. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.